Bonjour, bienvenue à ce webinaire qui va commencer d'ici 2 minutes. Mais en attendant, est-ce qu'il est possible à une des personnes qui est déjà arrivée de m'indiquer au travers donc de la fenêtre de questions que vous devez avoir sur votre droite si vous m'entendez bien et si le son est correct? Super, merci beaucoup. Donc le son est correct, donc d'ici 1 minute, je commence puisqu'il sera 12 heures. Voilà, il est 12 heures. Donc allons-y, je démarre. Déjà, merci donc de votre participation à ce webinaire. Le sujet d'aujourd'hui, c'est la tarification d'une offre SaaS, ou on peut l'appeler aussi le pricing d'une offre SaaS. Je vais vous faire mon exposé qui va durer 15-20 minutes. En parallèle, vous pouvez poser vos questions si toutefois vous en avez, et j'y répondrai à la fin. Donc, l'agenda que je vous propose, c'est d'abord de prendre en compte un certain nombre de considérations pour aller vers le pricing donc d'une offre SaaS, sa tarification, d'aller ensuite sur de la méthode, hein, c'est-à-dire comment on y réfléchit, dans quel ordre on réfléchit, donc ce que j'ai appelé principe d'élaboration d'un tarif. Je vais vous donner 2 exemples pour essayer d'éclairer mon propos. Et puis, je vais conclure par d'autres éléments qui sont à considérer pour aller vers un peu plus de précision. Alors, commençons par donc ces considérations dont je vous parlais. Le prix, pour n'importe quelle offre et pas limité à une offre ça, c'est un prix, est un élément qui est très important de ce qu'on appelle le marketing mix. C'est-à-dire l'ensemble des éléments que l'on doit définir par rapport à une offre, qui, quand on parle d'une application SaaS, on en dénombre 5, hein, c'est-à-dire l'offre en elle-même, c'est-à-dire les services numériques que l'on propose et éventuellement les autres services qui sont associés à cette offre-là, comme le onboarding, le support, etc., etc. Ça, c'est le premier élément du marketing mix. Le deuxième, c'est le prix. Le troisième, ça va être le route to market ou les routes to market, c'est-à-dire comment on va vendre quelle est notre stratégie de commercialisation pour cette application SaaS. Le quatrième élément, ce sont la partie communication. Et les cinquièmes éléments, c'est des éléments de process, dont par exemple la roadmap. Comment je fais pour définir quelles sont les fonctionnalités ou services supplémentaires que je vais dans le temps mettre dans mon application. Donc aujourd'hui, je me centre uniquement sur un des éléments qui est le prix de ce marketing mix et voyons ces considérations. Première considération à prendre en compte, c'est que ça, c'est un abonnement à un service numérique. Et quand je dis ça, je veux faire la différence entre ce que c'est que le SaaS et le logiciel de type licence, qu'on appelle licence, et qui s'installait plutôt donc on-premise chez les clients. Donc effectivement, le SaaS ramène des services donc d'hébergement, de support qui sont englobés dans une offre et aussi également les évolutions de l'application. Au-delà de ça, le SaaS va amener d'autres choses qui sont de l'ordre du service métier et qui vont
contribuer à justifier l'abonnement, hein, c'est-à-dire que le SaaS se fait sous forme d'abonnement. On va demander une somme équivalente tous les mois ou tous les années à notre client, et donc on a besoin de justifier ça par rapport à ce qui était auparavant, où il investissait sur une licence et il payait une maintenance pour avoir les évolutions de l'application ainsi que éventuellement le support. Et cette partie maintenance correspondait à 20% à peu près de la licence. Aujourd'hui, il va payer une somme équivalente tous les ans. Et donc, il faut justifier de ce que l'on fait payer à nos clients cette somme équivalente, et cette justification se fait au travers effectivement de l'hébergement, de l'évolution qui est inclus, hein, c'est-à-dire de tout aussi la partie maintenance et support qui est inclus, mais il doit se faire au travers des services métiers. Si je peux vous donner un exemple qui peut peut-être être parlant pour vous, prenons Microsoft avec Office. Dans son évolution vers Office 365, on a non seulement, bien sûr, l'hébergement des applications ou d'une partie des applications, le stockage des documents que l'on fait et la capacité de partage, mais on a aussi, et de plus en plus, et ils vont aller de plus en plus vers ça, tout un tas de choses qui nous aident à composer les documents. On les avait avant, hein, par exemple les correcteurs d'orthographe, des choses comme ça. Mais on va aller de plus en plus loin, Microsoft va de plus en plus loin là-dedans, notamment dans les aides au travers de fonctionnalités d'intelligence artificielle pour nous amener à plus facilement composer un document. Donc, c'est cette partie service métier qui a un sens qui est extrêmement important et qui va nous amener petit à petit à faire une différence entre logiciel on-premise qui, lui, donne et met à disposition des fonctionnalités à nos clients, alors qu'un service numérique va, lui, travailler beaucoup plus dans le sens du résultat et de la finalité pour ce même client. Hein, c'est-à-dire que quand on entend dire nos clients n'ont plus envie de payer de logiciels, oui, c'est vrai, ils ont de moins en moins envie de payer du logiciel. Par contre, ils n'ont pas de problème de payer ce que le logiciel va leur amener comme résultat. Et c'est comme ça qu'il faut penser le SaaS, c'est en termes de résultats, et le pricing donc est à penser également dans ce sens-là. Deuxième considération, c'est que la tarification d'une offre SaaS doit contribuer à démontrer la valeur de notre offre. Oui, le logiciel ou le service numérique est quelque chose d'assez intangible. Qu'est-ce que ça veut dire que être intangible? Ça veut dire que c'est très difficile pour un client d'en percevoir les bénéfices pour lui avant de l'avoir non seulement acheté, mais mis en œuvre dans son contexte, dans le contexte qui est le sien. Et ça, donc, ça rend intangible, c'est-à-dire qu'il y a une perception du risque par le client dans cette phase d'avant-vente qui est extrêmement importante. Et donc, la tarification doit contribuer à démontrer la valeur de l'offre. Pourquoi? Parce que il va se référer à comment est constitué, au prix, et comment on est arrivé à ce prix pour avoir une idée de la vraie valeur que vous amenez. Hein, je vais éclairer ça au travers des exemples tout à l'heure. Hein. Donc, ne vous inquiétez pas pour le moment, ça peut paraître théorique, mais je vais vraiment essayer d'éclairer tout ça. Autre considération, c'est que le mode SaaS a beaucoup plus de souplesse dans sa tarification. Hein, le mode SaaS, le fait qu'on maîtrise et que c'est nous qui hébergeons l'application, on a accès à un certain nombre de choses qui nous permet d'aller sur des critères de pricing qui sont très différents. Hein. Quand on regarde le monde d'avant, hein, le on-premise, on n'avait guère que 2 éléments de prix ou 3 éléments de prix qui étaient utilisés. Le premier, c'était le nombre d'utilisateurs. Le deuxième, c'est le périmètre fonctionnel. Et le troisième, dans certains cas, pour des éditeurs de type assez horizontal, c'est-à-dire assez technique, le nombre de processeurs ou la puissance des processeurs sur lequel tournait le logiciel. Aujourd'hui, le mode SaaS va nous donner une capacité d'avoir un peu n'importe quel critère pour constituer cette tarification. Et il faut s'en servir parce que c'est ce qui va nous aider à démontrer la valeur de notre offre. Autre considération, le marché du logiciel en général, le marché des applications SaaS dans ce monde qui est le nôtre, qui est le monde du B2B, sont des mondes peu concurrentiels, à quelques exceptions près.
Hein, quand on regarde par exemple le CRM, là on commence à avoir des marchés un peu concurrentiels parce qu'il y a une quantité d'offres assez importante qui existent sur le marché. Malgré tout, on est, je dis peu concurrentiel parce que on a, au travers d'une application SaaS, une capacité à se différencier qui est importante. C'est-à-dire qu'on peut assez facilement implémenter des différenciateurs. Dans d'autres marchés, ce n'est pas du tout le cas. Et donc, partant de ce cas-là, un positionnement prix bas n'est pas pertinent. Hein, c'est-à-dire que moi, quand j'accompagne des éditeurs de logiciels, très honnêtement, je suis beaucoup plus à l'aise avec quelqu'un qui est plus cher par rapport à ses concurrents qu'avec celui qui est moins cher. Et dernière considération, on peut vendre la même chose à des prix différents selon l'usage qui en est fait. Ça, c'est une considération très importante. Parce que quand ce sont un peu des gens qui ont un côté assez technique et qui s'occupent de définir ces critères de prix, enfin cette grille de pricing, on se met une contrainte qui est de dire on doit vendre au même prix, on doit vendre la même chose au même prix. Ben, pas du tout. Le prix doit dépendre de la valeur que l'on crée chez le client. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il est souvent extrêmement important d'avoir une vision de sa cible qui est segmentée, hein, c'est-à-dire on a une cible au sens large. Il est extrêmement important dans certains cas de segmenter sa cible et de concevoir un tarif, une grille de tarification pour chacun des segments qui peut être très différente de l'un à l'autre, et je peux vous assurer que cela ne pose aucun problème. Hein. Donc ça aussi, c'est important hein, par rapport à des fois cette contrainte que l'on va se mettre où on doit vendre à tout le monde, à toute notre cible, en utilisant et en se basant sur la même grille de prix, la même grille de pricing. Donc, enlevons cette contrainte qui, croyez-moi, n'a vraiment pas lieu d'être. Voilà les considérations qui sont importantes à mon sens avant de démarrer sur vraiment le pricing. Autre chose, donc la valeur perçue par la cible est le premier élément à prendre en compte. Quand on prend un cours de marketing et qu'on parle du pricing, on nous dit qu'il y a 3 façons de définir un prix. La première façon, donc, c'est les coûts, hein, c'est-à-dire on regarde comment, qu'est-ce que ça nous coûte pour produire, on applique une marge et on va vendre à ce prix. Deuxième élément, c'est la concurrence. On regarde comment sont positionnés nos concurrents et on va se mettre un peu plus haut, un peu plus bas ou équivalent en fonction d'eux. Et la troisième, c'est la valeur perçue, c'est-à-dire c'est une démarche de retour sur investissement. Et par rapport à ce que je disais tout à l'heure, que nous ne sommes pas sur des marchés concurrentiels, je pense, et j'en suis même extrêmement convaincu, que c'est la valeur perçue qui est le premier élément à prendre en compte et que la concurrence et les coûts ne sont que des éléments de vérification, qu'on n'est pas déconnant. Hein, c'est-à-dire qu'on va regarder que par rapport à la concurrence, on est peut-être plus haut, mais on est capable de justifier cette différence et que cette différence, la valeur supplémentaire que l'on crée, ben, justifie cette différence. Et par rapport au coût, quand il s'agit d'une application SaaS, on va regarder plutôt ça sur un business plan, c'est-à-dire avec des hypothèses de volume, et on ne va pas regarder ça sur l'unité, c'est-à-dire sur un seul client. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose qui est extrêmement important. Et donc, aller vers la valeur perçue, prendre en compte d'abord cet élément qui est la valeur perçue, ça veut dire que c'est les critères de prix, plutôt que le prix en lui-même, qui vont permettre de matérialiser cette valeur perçue. Et ça, je vais donc essayer de vous le démontrer au travers des exemples qui vont venir ensuite. Et c'est ce qui va faciliter la compréhension du retour sur investissement. Donc, on va de suite sur les exemples pour essayer un peu d'éclairer tout ça.
Première chose, avant de rentrer dans un exemple extrêmement complet, là je vous ai mis l'exemple d'un CRM bien connu sur le marché, sans citer le nom, on ne va pas leur faire de la publicité, on n'est pas là pour ça, qui est de comprendre une grille de prix. Donc on est sur un CRM, donc le critère premier de définition de prix est le nombre d'utilisateurs. Pour un CRM qui est un outil de collaboration au travers de l'équipe commerciale, ça me semble pertinent. Hein. Vu qu'on est dans la collaboration, le prix, le critère de prix utilisateur me semble pertinent. Alors, petite parenthèse à ce sujet, c'est bien uniquement sur des applications qui sont très centrées sur la collaboration que le nombre d'utilisateurs est pertinent. Sur toute autre application plus métier, ce critère-là n'est pas du tout pertinent et j'y reviendrai au travers des exemples suivants. Ce qu'on constate là, c'est que on va avoir trois prix différents par utilisateur qui vont dépendre de ce qu'on appelle le positionnement, c'est-à-dire le segment de clients auquel on s'adresse, sachant que derrière, il y a un packaging qui est différent. C'est-à-dire qu'on va considérer dans la première colonne, hein, qui est standard, là où vous voyez apparaître ce 12 €, que ces clients-là correspondent à peut-être de la TPE, voilà, qu'ils ont un besoin qui est identifié et qui correspond aux fonctionnalités qui sont énumérées dans cette colonne-là. Et ça, c'est la partie packaging. Et donc, on met en perspective le positionnement, c'est-à-dire le segment auquel on s'adresse, avec ce qu'on considère comme étant leurs besoins. Et pareil sur les autres colonnes. Donc, ça veut dire que dans une grille telle qu'elle est là, on adresse nos différents segments avec des offres qui sont différentes et qui correspondent aux besoins et avec des prix différents. Finalement, là, on a deux critères de prix. On a le nombre d'utilisateurs et le périmètre fonctionnel correspondant aux besoins de ce segment de clients. Voilà. Hein, donc, c'est important de comprendre une grille telle que ci de tarification. Ensuite, j'en viens maintenant à mes exemples pour essayer d'illustrer un peu les propos que j'ai eus tout à l'heure. Premier exemple, il s'agit de ce que on appelle un portail fournisseur pour l'industrie de la mode. L'industrie de la mode, on va prendre comme exemple, par exemple, une marque, Zara, pour que ça nous parle plus. L'industrie de la mode produit à l'extérieur. Hein, c'est une production généralement qui est externalisée et qui se fait dans des pays en dehors de la France ou en dehors de l'Europe, en Asie, en Afrique, etc., etc. Donc, ces gens-là, ils ont besoin de communiquer avec leurs fournisseurs, qui sont donc des sous-traitants, et ils ont besoin de communiquer de façon relativement continue. Et c'est pour ça que l'on justifie un portail, qui est une application web, qui permet d'échanger avec ses fournisseurs. Donc, l'idée de ce portail, c'est de remplacer une communication qu'on avait avec eux, qui était plutôt une communication mail ou téléphonique. Voilà. Si je prends les deux, trois valeurs principales de cette application, c'est de pouvoir faire évoluer ses commandes au fil du temps. C'est-à-dire que la marque Zara va, avant de recevoir toutes les commandes de ses points de vente, va faire une hypothèse par rapport à un t-shirt, des quantités, des couleurs, et va passer commande à son fournisseur, qui va commencer à préparer et à lancer sa production. Au fur et à mesure que Zara va récupérer toutes les commandes de ses points de vente, ils vont ajuster les quantités par taille et par couleur et ça va être automatiquement donc ramené vers le fournisseur qui va ajuster sa production au fur et à mesure. Donc ça nous permet de gagner du temps. Donc ça, c'est une des valeurs. Une deuxième valeur, c'est une valeur très importante, hein, cette première valeur. Une deuxième valeur qui est également importante, c'est sur l'aspect logistique. Cet outil permet automatiquement à Zara de faire lui-même ce qu'on appelle les étiquettes colis. C'est-à-dire, il va permettre à Zara de dire à son fournisseur qui donc produit ce t-shirt en différentes couleurs et différentes tailles, de mettre dans un carton, de coliser, de mettre dans un carton exactement les quantités qu'il désire en couleur et en taille. Et ça va correspondre exactement aux commandes qu'il a de ses points de vente. Cette fonctionnalité qui permet de prévoir les étiquettes colis qui vont être collées par le fournisseur sur les cartons va lui permettre
d'avoir des cartons qui correspondent pleinement aux commandes de ces points de vente. Et ça va lui permettre, dans son centre logistique, de ne pas avoir à ouvrir les cartons et refaire des cartons avant de les envoyer au point de vente, mais de simplement dépalettiser, repalettiser. Et ça, c'est une valeur qui est également importante. Et par ailleurs, cet éditeur qui fait ce portail fournisseur a compris que c'était cette dernière valeur qui permettait à son prospect de comprendre très rapidement le retour sur investissement, parce que ça économise pas mal de temps au niveau du centre logistique. Et donc, il a décidé en fait de définir sa grille de prix juste sur ce critère-là. Et ce qu'il vend en fait, c'est un package d'étiquettes fournisseurs. Il va vendre par 100 000 étiquettes fournisseurs, c'est-à-dire que son application, elle ne coûte rien, mais elle va coûter simplement un volume d'étiquettes fournisseurs. Quand le client aura utilisé toutes ces étiquettes fournisseurs, il va devoir revenir vers l'éditeur pour acheter un autre package. Donc, ce que je voulais transmettre au travers de cet exemple, c'est que ce portail fournisseur a plusieurs valeurs. J'ai parlé de 2 valeurs là, mais il y en a encore d'autres, mais je n'ai pas le temps de les évoquer. Mais malgré tout, il s'est centré sur une seule de ces valeurs, la plus facilement compréhensible par son prospect, parce qu'il va y voir très facilement un retour sur investissement. Et il a basé sa grille de prix, son pricing uniquement sur cette valeur-là. Voilà. N'hésitez pas, si vous avez à poser des questions, j'y répondrai à la fin, mais si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser vos questions. Deuxième exemple, sur le contexte qui était différent et surtout les objectifs étaient différents. C'est un éditeur qui fait ce qu'on appelle une salle de formation virtuelle pour la formation à distance. Et c'est une start-up qui propose cette offre-là aux organismes de formation. Problème qu'il a, c'est qu'il a un concurrent de poids énorme. Et ce concurrent de poids, c'est GoToTraining, qui fait partie donc de ce panel d'offres qu'on appelle GoToMeeting, GoToWebinar, GoToTraining, et qui est fait par Citrix, donc acteur mondial, qui dispose de moyens extrêmement importants, qui fait des applications de qualité. Et lui, donc, il vient se positionner, cette startup vient se positionner sur un marché. Et donc, l'écueil qu'on y voit, c'est d'être face à quelqu'un qui est extrêmement important. Et donc, ça pose un problème. Le problème, il est le suivant. Si on imagine un client qui va chercher un tel outil et qui va faire la comparaison entre l'outil de cette startup et l'outil de GoToTraining, et si il compare les deux et qu'on lui facilite cette comparaison entre les deux, il y aura beaucoup plus de chances qu'il aille vers GoToTraining, qui offre une notoriété, qui offre une stabilité, qui offre une pérennité beaucoup plus importante que ce que peut offrir une startup. Donc, l'idée de la réflexion pricing par rapport à ce contexte-là a été de se dire, il faut que notre prix amène et démontre la valeur de ce que l'on fait. Mais il faut également que notre prix évite le plus possible la comparaison avec GoToTraining, parce que si un prospect se met à comparer, on a toutes les chances d'être mort et d'être pas sélectionné. Donc, pour vous donner une indication comment GoToTraining fait sa tarification, il le fait sur le modèle qu'on a vu tout à l'heure du CRM, et il dit, j'ai une première de tranche de prix où pour ces formations à distance, je vais vous autoriser un animateur de formation en même temps, un animateur de formation en même temps, et peut-être, et je ne sais pas si c'est la réalité, et 20 stagiaires en même temps. Ce qui veut dire, c'est que sur la première tranche de prix qui va coûter 200 € par mois, par exemple, il va dire, vous pouvez faire une formation en même temps avec, dans cette formation, uniquement 20 personnes en même temps. Voilà. Et il a après d'autres tranches où on va avoir peut-être 3 animateurs en même temps et 100 stagiaires en même temps. Bon. Je ne sais pas exactement comment c'est, mais c'est fait dans ce principe-là. Donc, on a dit, nous, il ne faut pas qu'on fasse comme ça parce que sinon, on est mort. Et donc, on est allé sur une réflexion.
Et la réflexion, c'était de dire, voilà, nous, on va essayer d'adresser prioritairement ces organismes de formation qui vont de plus en plus vers la formation à distance parce que le modèle de la formation est en train d'évoluer et de plus en plus d'organismes de formation vont délivrer non seulement des formations en présentiel, mais également en formation à distance. Donc, on va principalement essayer d'adresser ces gens qui vont vers cette formation, ces organismes de formation qui vont vers cette formation à distance. Comment ces gens-là réfléchissent pour établir le prix d'une formation quand ils font de la formation à distance. Ben, comment ils font un peu comme ils faisaient sur la formation en présentiel, c'est-à-dire qu'ils vont déterminer, ils vont déjà faire des formations qui sont beaucoup plus courtes, 2-3 heures, et ils vont déterminer le prix en fonction du nombre d'heures stagiaires. Je m'explique. Ils vont définir un prix en disant, voilà, moi je vais proposer une formation à Excel, à distance. Et je vais dire, cette formation va durer 3 heures, alors c'est pas tout Excel, c'est une partie d'Excel, et je vais établir le prix en disant, cette formation dure 3 heures, pour un stagiaire, ça va coûter 100 € par heure et par stagiaire. C'est-à-dire que cette formation, je vais la vendre à 300 € par stagiaire. Voilà. Et donc, c'est comme ça qu'ils établissent leur prix. Et donc, nous, on s'est dit, pour faire notre grille de prix sur cette application, on va essayer de se coller le plus possible à ce modèle-là. Et on a dit, on va faire un prix en 10 ans, on va faire un prix par heure stagiaire. On va en aucun cas limiter le nombre d'animateurs de formation en même temps. On va en aucun cas limiter le nombre de stagiaires qu'on peut avoir en même temps et on va proposer un prix par heure stagiaire. On était sur la première passe à un peu moins d'1 € par heure stagiaire, c'est-à-dire, je crois que c'était 0,95 centimes d'euros par heure stagiaire. Voilà. Et le principe, c'était que l'organisme de formation achète dans un premier temps un certain nombre de crédits heures stagiaires et que tout ça allait se décompter avec l'application. Voilà. Donc, l'idée, là, ça a été d'éviter, donc, je le rappelle, la comparaison entre nous et l'acteur de poids sur le marché qui est GoToTraining et d'essayer de proposer quelque chose qui est en lien avec la valeur. Et là, on a essayé de le faire en se basant sur comment eux, ils pricent leur formation et ils vont voir que derrière, s'ils sont à peu près à ce taux qui est de 100 € par heure stagiaire, et que finalement, l'outil pour faire et pour délivrer cette formation va lui coûter un peu moins de 1% de ce qu'il va facturer à ses clients. Voilà. Donc, au travers de ces deux exemples, j'espère que vous avez compris que ce sujet de réflexion est extrêmement important, qui doit en prendre en compte donc vraiment notre cible et la valeur que l'on crée pour cette cible. Et ce, de façon segmentée pour être le plus efficace possible. Hein, c'est vraiment ce qu'il faut retenir de cet exposé. Pour terminer, et rapidement parce que je vois que l'heure tourne, les autres éléments à considérer, c'est que la précision sera apportée par plusieurs critères de prix. C'est un peu l'exemple que je vous ai montré du CRM tout à l'heure, où on a finalement 2 critères de prix. 1, c'est le nombre d'utilisateurs. 2, c'est le périmètre fonctionnel. Mais ça pourrait être très différent sur un logiciel très métier, où il y a 2 valeurs qui sont très, très importantes et très facilement perçues par la cible. Et là, on va prendre un critère sur la valeur la plus importante et on va dire c'est le critère de premier niveau. Et on va pondérer ce premier critère par un deuxième critère qui correspondra à une deuxième valeur qui est un peu moins importante. Voilà. Deuxième considération, c'est que le prix doit être lisible pour contribuer à démontrer la valeur. Hein, c'est-à-dire que je me bats souvent contre des grilles de pricing qui sont complexes, trop complexes à comprendre. Pourquoi? Parce qu'on veut couvrir tous les cas, parce que on segmente pas sa cible, parce que ceci, parce que cela. Donc, il doit y avoir un objectif quand on travaille ce pricing, c'est la simplicité et la lisibilité. Autre considération, c'est que le mode de pricing ne doit pas être trop intrusif. Et pour cela, on fait des tranches.
Ce que je veux dire, c'est par là, c'est quand on va sur des critères qui sont trop intrusifs, nombre de commandes, chiffre d'affaires. Notre client a besoin d'avoir de la visibilité, c'est-à-dire a besoin de budgéter. Et donc pour cela, on utilise des tranches de prix plutôt qu'un critère qui est qu'un critère unique. Hein. Sinon, on fait comme on faisait tout à l'heure avec ma formation à distance, mon outil pour faire de la formation à distance, et on achète des crédits. Hein. Pareil pour le portail fournisseur. Et après avoir défini les critères de prix, on détermine. Ouais. Donc, vous avez compris que le plus important pour utiliser le prix pour démontrer la valeur, c'est le critère de prix. Une fois qu'on a fait ça, déterminer le prix en se basant sur la valeur créée devient plus facile. Hein, on essaie d'évaluer cette valeur créée, et c'est à ce moment-là qu'on regarde un peu du côté de la concurrence, on regarde un peu du côté de nos coûts, et on essaie avec tous ces éléments de définir le prix. Voilà, j'en ai terminé. Hein. Je suis désolé, j'ai dû parler rapidement parce que le contenu, ce sujet est un peu dense. J'ai débordé des 20 minutes que je m'étais alloué. Maintenant, si vous avez des questions, je vais y répondre. J'en ai une déjà. Tac. Oui, exemple 1, du coup, le même. Alors, la question c'est, du coup, pour le même produit, le modèle de pricing sera différent à chaque contexte client. Oui, absolument oui. Et c'est pas chaque contexte client, mais c'est chaque segment de client. Hein. Le prix, la définition de la grille de prix est une affaire marketing et pas commerciale. Hein. C'est-à-dire qu'on ne va pas faire un prix et une grille de prix pour chacun de nos clients, mais on le fait par segment de clients. Et ça, c'est vraiment extrêmement, extrêmement important d'avoir cette segmentation, hein, pour pas se mettre de contrainte d'avoir un même grille de prix pour tout le monde. Je ne sais pas si je réponds correctement à votre question, mais c'est vraiment important cette question-là. Est-ce que vous avez d'autres questions? Je suis en train de regarder, j'en vois pas. J'espère que je vous ai pas trop perdu avec mon discours, ou pas trop endormi. Je vous donne, oui, il est 12h30 déjà, hein, j'avais prévu de. Si vous avez une question, allez-y, et j'y répondrai. Pendant que vous réfléchissez, je vous mets mon dernier slide qui est un peu de pub pour R2B. Hein. Ce que R2B propose pour aller plus loin sur ce sujet-là, c'est déjà une formation qui s'appelle Stratégie marketing pour éditeurs de logiciels, qui a l'avantage d'être pris en charge à 100% par le FAFIEC, enfin, qui s'appelle plus FAFIEC d'ailleurs, qui s'appelle Atlas maintenant. Donc, c'est pris en charge à 100% par eux, donc c'est gratuit pour vous, à partir du moment où vous êtes adhérent FAFIEC, mais normalement, tous les éditeurs le sont. Également, on a une offre d'atelier, donc là, qui est vraiment sur du conseil et de l'accompagnement, sur le packaging et le pricing d'une offre SaaS. Et puis, prochain webinaire qu'on animera sera le 19 mars sur le processus commercial d'un éditeur SaaS. Et enfin, on fait un événement en collaboration avec Plaisy, qui est un outil de marketing automation, sur le déploiement d'une solution de marketing automation et surtout sur les étapes préliminaires à la considération d'un outil de marketing automation. Hein. Qu'est-ce qu'il faut avoir avant d'aller vers le marketing automation, qui a lieu à Paris le 6 mars, et c'est une matinale. Voilà. Et donc, vous avez un lien pour l'inscription, c'est bien sûr gratuit. Et du coup, j'ai d'autres questions qui sont arrivées pendant que je vous présentais ça. Un replay sera disponible, oui, et un lien pour ce replay vous sera envoyé. Une autre question, la segmentation. Alors, la segmentation des clients et donc des prix ou les différents modèles à la consommation mixée à des abonnements pose des problèmes au niveau de la facturation. Oui, je comprends. Et bien là, il faut se doter d'outils. Hein. Il faut se doter d'outils pour non seulement proposer et facturer. Et
encaisser. Je peux vous donner une idée d'outil, vous pouvez regarder, il y en a d'autres qui existent. Vous avez un outil qui est pas mal et qui est utilisé par les éditeurs pour tout ça. Ça s'appelle ChargeB. Charge comme une charge et B2E. Faites une recherche sur Google ou autre et vous trouverez cet outil et effectivement, il y a des problèmes à régler sur la facturation et l'encaissement. Je ne sais pas si ça répond. Autre question, comment gérer le pricing entre matériel, achat, location et licence? Entre matériel, achat, location et licence. Alors, je ne sais pas, ça dépend de qui vous êtes, hein, en fait. Hein. Si vous êtes un éditeur de logiciels, pour moi, le matériel dans un contexte éditeur de logiciels est ce que j'appelle un service périphérique. Donc, on va effectivement définir le prix de son logiciel en fonction de la valeur. Sur la partie hardware, donc matériel, qui est une nécessité dans certains cas, c'est-à-dire on doit amener une partie hardware à nos clients pour être complet dans ce qu'on lui fournit et l'adresser globalement. Et là, on est plutôt par rapport à une définition des prix par rapport à de la concurrence et des coûts. Sur cette partie-là que je considère comme un service périphérique. Et ça, c'est valable pour tous les services périphériques, c'est-à-dire par exemple la partie service physique, hein, la partie service d'onboarding, on va par exemple la définir en fonction du temps qu'on y passe. Je ne sais pas si je réponds à votre question. Si toutefois je n'y réponds pas, envoyez-moi un mail et j'essaierai d'y répondre beaucoup plus précisément en prenant en compte votre contexte. Donc, je dirais comment gérer le pricing, c'est de le faire de façon différenciée entre les deux. Si vous êtes éditeur de logiciels, attention, hein, si vous êtes éditeur de logiciels. Autre question, est-ce qu'il doit y avoir un lien, une corrélation entre le prix de la licence perpétuelle et l'abonnement? Non, surtout pas. Hein, c'est-à-dire que c'est vrai que je constate ça. Des gens qui vont partir du prix de licence pour arriver au prix d'abonnement. Hein. Ils disent, voilà, ma licence, je la vends 1000. Je vais considérer qu'il me faut amortir mon abonnement, cette licence sur 3 ans en le vendant sous forme d'abonnement. Donc, je vais faire 1000 fois 36 mois, fois 36. Je vais rajouter tout ce qui correspond à l'hébergement, la maintenance, etc., etc. Et je vais rediviser ça par 36 et je vais arriver à un prix de… Voilà. Vous voyez ce que je veux dire? Donc non, il ne doit pas y avoir de corrélation entre le prix de la licence perpétuelle et l'abonnement. Surtout que, autre sujet par rapport à cette question-là, c'est que, qui est un sujet beaucoup plus large, hein, beaucoup plus important, c'est que la valeur que vous amenez à votre client au travers de votre logiciel licence doit être différente de celle que vous amenez avec une application SaaS sous forme d'abonnement. Donc ça, c'est un autre sujet qui est beaucoup plus large, qui n'a pas de conséquences uniquement sur le pricing, mais c'est le point de départ par rapport à votre question. J'ai une autre question qui est, au lieu d'une grille par segment, n'est-il pas possible de proposer une remise de fin d'année, remise arrière en fonction du CA, du chiffre d'affaires annuel? Ouais, c'est très difficile à répondre à cette question. Hein. Il faudrait prendre en compte votre contexte pour pouvoir y répondre réellement. Je regarderai si je peux le faire tout à l'heure. Mais globalement, c'est pas la remise de fin d'année, la marge arrière, la remise arrière n'est pas une pratique du SaaS, n'est pas une pratique du monde SaaS. Voilà. Une autre question, comment passer à l'abonnement pour les clients qui ont déjà acheté
sous forme de licence et qui vont basculer sur une nouvelle action qui fonctionnera en abonnement. Merci. Première question à se poser, c'est est-ce que c'est important de les passer sous la version SaaS? C'est-à-dire, est-ce que c'est important d'avoir une action au niveau de nous pour les faire évoluer vers le SaaS? Ou est-ce qu'il n'est pas mieux de se concentrer sur la version SaaS pour conquérir de nouveaux clients? Ce que je veux dire par là, c'est que cette question revient un peu à la question qui était tout à l'heure et il est très difficile d'y répondre rapidement. J'essaierai de vous faire un mail, mais grosso modo, si vous me posez cette question, c'est que vous avez conçu votre offre SaaS à partir de votre offre licence. C'est-à-dire en voulant faire quelque chose d'équivalent ou d'à peu près équivalent en termes de valeur pour le client. Et là, c'est pour moi un problème parce que c'est pas comme ça qu'on doit procéder. Donc, j'essaierai de vous répondre au travers d'un mail là-dessus, mais votre question n'est pas liée au pricing, elle est liée à quelque chose qui est beaucoup plus large et qui est en lien avec la même question qui était tout à l'heure, à savoir la corrélation entre un prix licence perpétuel et l'abonnement. Voilà, donc c'est un peu la même question là que vous êtes en train de me poser. Et j'ai vraiment des difficultés à y répondre dans le temps qui m'est imparti. Je suis disposé à en discuter avec vous par téléphone, mais j'essaierai de vous envoyer un petit mail pour donner quelques éclairages là-dessus. Hein. Mais la question posée n'est pas un problème uniquement de pricing. Voilà ce que je veux dire. Je suis désolé de ne pas pouvoir aller plus loin dans cette réponse, mais c'est vraiment compliqué. J'ai plus de questions, donc je vous propose de terminer ce webinaire. Je vous donne rendez-vous pour un prochain webinaire. Et donc, je vous dis à très bientôt et je vous souhaite un excellent appétit. Merci Mohamed.